Alors bonjour à tous. Là-dessus, on va expliquer un peu un sujet brevet de technologie. Donc le sujet, il dure 30 minutes, pas de document autorisé et on répond directement sur le sujet. D'accord? Donc les consignes sont les suivantes. Avant de commencer à répondre, je lis attentivement les documents proposés pour mieux comprendre le principe et répondre euh, au mieux aux questions. Donc, une petite astuce, donc il faut prendre un surligneur ou un stylo et souligner ou surligner les éléments qui peuvent être intéressants, qui vont nous aider à répondre aux questions par la suite. Donc, la mise en situation de ce sujet-là, c'est qu'un laboratoire d'analyse médicale souhaite moderniser son équipement informatique et sécuriser les données d'analyse. C'est-à-dire il veut améliorer l'équipement informatique et en plus de ça, il veut un peu plus de sécurité sur les données d'analyse. Donc le personnel médical est soumis au secret médical alors que le personnel administratif ne l'est pas. C'est-à-dire toutes les données que le corps médical ou le personnel médical il a comme information, il n'a pas le droit de la transmettre euh, à n'importe qui. Par contre, le personnel administratif n'a pas cette obligation-là. D'accord? On va voir pourquoi par la suite. Donc, le laboratoire décide de créer un réseau médical pour les résultats des analyses et un réseau administratif pour la comptable et l'agent d'accueil. C'est-à-dire, on va créer deux réseaux séparés. Un réseau pour le réseau médical pour pouvoir sécuriser les données et un réseau pour la comptable et l'agent d'accueil qui n'ont pas accès aux données d'analyse médicale. Donc les données médicales doivent rester inaccessibles à partir d'Internet. Ça veut dire que le réseau du comptable et de l'agent d'accueil, il est séparé du réseau médical. Donc alors que le réseau administratif échange les données avec l'extérieur, c'est-à-dire la comptable et l'agent d'accueil, ils peuvent aller sur Internet et échanger avec le monde extérieur, alors que le corps médical, il n'a pas le droit pour sécuriser les données. Donc pour la partie 2, on va faire une identification des réseaux, c'est-à-dire on va essayer d'identifier le réseau propre au personnel médical ainsi que le réseau administratif. D'accord? Donc là, on le voit sur la figure 1, on a plein d'équipements, on a des ordinateurs fixes, des ordinateurs portables, des bornes pour connecter en sans fil, des imprimantes, des serveurs, un boîtier pour aller sur Internet. Donc on a plein d'outils euh, dans la figure 1. Donc ce qu'il faudra faire pour la question 1, c'est-à-dire je complète les bulles de la figure 1 avec le nom des équipements réseau. Donc les équipements, ils ont des noms spécifiques. Par exemple, si je prends le boîtier qui est en bas, c'est un boîtier qui permet de connecter en sans fil tous les équipements qui sont en sans fil, c'est-à-dire qui sont en Wi-Fi. Au milieu, j'ai le boîtier qui permet de connecter le matériel informatique ou les machines en filaire, c'est-à-dire en réseau câblé. Et en haut à droite, j'ai un boîtier qui permet d'aller sur Internet ou de connecter mon réseau à l'extérieur pour pouvoir échanger avec le monde extérieur. D'accord? Donc, si on arrive à identifier le nom de ces trois boîtiers-là, bah, on a 3 points. C'est un point par bonne réponse. Donc, question 2, sur la figure 1, donc j'entoure le réseau médical et j'entoure le réseau administratif. C'est-à-dire dans la même figure, vous avez les deux réseaux. Maintenant, c'est à vous d'identifier lequel appartient à quel réseau. C'est-à-dire quel serveur appartient au réseau médical ou au réseau administratif, quelle est l'imprimante qui appartient au serveur, au réseau pardon, administratif ou médical, et ainsi de suite. D'accord? Donc, avec les numéros qui sont au-dessus aussi, ça permettra de vous donner une idée des deux réseaux qui existent. Les numéros qui sont au-dessus ou en dessous, c'est-à-dire les 192, 168, ainsi de suite, ceux-là, c'est ce qu'on appelle les adresses IP. Donc, c'est les identifiants réseau de chaque machine. C'est avec ça que la machine pourra communiquer avec les autres machines. Si elle n'a pas d'adresse IP, elle ne pourra jamais communiquer avec les autres.
Alors, partie 3, configuration du réseau. La commande IP config/all sur un ordinateur fournit le résultat suivant. C'est-à-dire sur n'importe quelle machine, on va sur un terminal, on tape commande et sur la fenêtre commande, on tape IP espace config/all et ça nous donne les informations propres à la machine. Donc là, je vais vous expliquer un peu les informations. Donc la description, donc là on a Mediatek MT7630. Donc ça c'est la carte Wi-Fi parce que c'est marqué Wi-Fi adapteur. Donc c'est l'identifiant de la carte Wi-Fi. Après il y a une adresse physique ou ce qu'on appelle aussi une adresse MAC, c'est une adresse unique par carte réseau. Donc chaque carte a son adresse unique. Le DHCP activé, non. Le DHCP c'est ce qui permet de donner des adresses IP dynamiquement, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une machine qui se connecte au réseau, on lui donne une adresse IP. Adresse IP V4, donc c'est l'adresse IP avec laquelle il va communiquer avec les autres machines. Le masque sous réseau, c'est le masque qui nous permet d'identifier notre réseau ou identifier les machines qui appartiennent à ce réseau. La passerelle par défaut, c'est le boîtier qui nous permet de communiquer avec les autres réseaux. Le NetBIOS, est-ce qu'il est activé? Le NetBIOS, c'est la liste des machines qui sont sur le même réseau que nous. D'accord? Donc, pour la question 3, je coche la case du réseau auquel appartient l'ordinateur concerné. Donc, avec la figure 1 et la figure 2, il faudra arriver à identifier est-ce que la machine appartient au réseau médical ou au réseau administratif. D'accord? J'écris l'adresse MAC ou l'adresse unique de la carte réseau. Donc là, c'est sur la figure 2. Sur la figure au-dessus, pardon. La question 5, j'identifie l'identifiant du constructeur de la carte réseau, pareil, c'est sur ce qui est au-dessus. Question 6, je note le nom du constructeur de la carte réseau, c'est bien marqué au-dessus. Question 7, j'explique à quoi correspond l'adresse IP 192.168.1.254. Donc ça, je l'ai expliqué un peu avant. Et quelle est sa fonction au sein d'un réseau. Donc à quoi ça sert cette adresse et pourquoi elle nous est utile. D'accord? Donc essayez de réfléchir avant de répondre. Donc pour l'étude fonctionnelle d'un échographe, donc là on va expliquer ce que c'est un échographe. Donc pour accroître son activité, le laboratoire vient d'acquérir un échographe. Donc l'échographe est une technique d'imagerie employant des ultrasons. Elle est utilisée de manière courante en médecine humaine et vétérinaire. Donc je vais vous expliquer un peu la figure 2 parce qu'elle est un peu elle est un peu en caractère petit. Donc je vais commencer du dessus jusqu'en bas. Donc au-dessus on a un connecteur électrique. En dessous on a un voyant lumineux. Le boîtier isolant. Au milieu, ce qui est en orange, c'est l'amortisseur de vibration. En dessous, la partie moitié noire, moitié grise, c'est le transducteur, c'est la céramique piézoélectrique, c'est avec ces vibrations-là qu'on peut restituer le signal. Et la partie noire, c'est la couche protectrice. Et du côté gauche, on a l'émetteur, c'est les ultrasons émis. Et de côté droit, on a le récepteur ou les échos reçus. D'accord? Donc le principe est le suivant. On place une sonde sur la région à examiner après avoir appliqué sur la peau un gel. Donc le gel, il sert à quoi? Le gel, il sert à supprimer la présence d'air entre la sonde et la peau. Car l'air, il empêche la transmission des ultrasons. C'est-à-dire, s'il y a de l'air, l'ultrason, il ne fonctionne pas très bien. Donc il faut qu'il y ait du gel entre la peau et la sonde. D'accord? Donc la sonde émet des ultrasons qui traversent les tissus et lorsqu'il y a des changements de nature ou de densité de tissu, une partie des ultrasons est réfléchie. C'est ce qu'on appelle l'écho. Donc il y a un signal qui part, qui entre à travers la peau, il regarde s'il y a quelque chose et il revient et quand il revient, on l'appelle écho. Ces échos sont captés par la sonde, c'est le récepteur. Donc les échos, c'est-à-dire l'ultrason, il est transformé en signal électrique. Et ce signal électrique, lui aussi, à l'aide d'un système informatique, est traduit en images qu'on va voir sur un moniteur ou sur un écran. Qu'est-ce qui constitue derrière la peau.
Alors, on va expliquer ce que c'est un échographe et le matériel. Donc, l'échographe est constitué des éléments suivants. Un appareil de réglage, ou ce qu'on appelle la console, c'est ce qui est au milieu. D'accord? Une sonde permettant l'émission des ultrasons émetteurs et la réception d'échos, récepteurs, mais aussi la transformation de l'énergie électrique en énergie acoustique et vice-versa. Il y a là-dedans un transducteur, un transducteur, il permet de convertir l'énergie électrique en ultrasons ou l'ultrason en énergie électrique. D'accord? Et la sonde, elle est positionnée à droite de la machine, de l'échographe. D'accord? Un système informatique transformant le délai entre la réception et l'émission des ondes en images. Donc le système informatique, il est en bas. C'est lui qui permet d'afficher l'image et de convertir les informations. Un système de visualisation, le moniteur, l'écran qui est au-dessus, qui nous permet de visualiser ce que la sonde a pu repérer. D'accord? Un transformateur permettant le branchement de l'appareil sur une prise électrique, réseau Enedis de 230 volts. Donc on a la prise pour pouvoir le connecter. Et le gel échographique, c'est l'emplacement, il est sur le côté gauche. C'est ce qui permet d'enlever l'air et de mieux visualiser ce qui est derrière la peau. Alors, pour la question 8, j'écris la fonction d'usage d'un échographe. Donc, à quoi sert l'échographe ou quelle est l'utilité de l'échographe ou ça nous permet de faire quoi l'échographe? C'est ça la question. Question 9, je complète les chaînes fonctionnelles de l'échographie, c'est-à-dire la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Première question, j'indique la source d'énergie, c'est en violet. Juste en dessous, il faut marquer quel est le type de l'énergie qu'on va utiliser. Question 2, je place le nom des deux chaînes fonctionnelles. Donc, quelle est la chaîne d'information et quelle est la chaîne d'énergie? Est-ce que c'est la bleue? Est-ce que c'est la rouge? D'accord? Question 3, je complète les blocs fonctionnels manquants, c'est-à-dire ce qui est en bleu. Acquérir, ça c'est quoi? Communiquer, c'est quoi? Et dans la chaîne en rouge, le premier bloc, il y a la fonction qui manque et l'objet qui permet de réaliser cette fonction-là. Et il manque aussi convertir. Quel est l'élément qui permet de convertir? D'accord? Après, on a la question 4. En dessous de chaque bloc fonctionnel, je donne le nom du composant matériel qui réalise la fonction. C'est ce que je viens d'expliquer. En fait, j'ai expliqué les deux questions en une. Donc la question 3, je mets les blocs fonctionnels. Donc dans la rouge, il manque le premier bloc fonctionnel. Et après, dans la question 9.4, je remplis les blocs, c'est-à-dire les deux blocs bleus et les deux blocs rouges qui manquent, où manquent les composants avec lesquels on va les remplir. Alors, pour la partie 5, étude du signal ultrasonore de l'échographe. Donc, je vais vous expliquer un peu la première courbe au-dessus. Donc là, on a la transmission de la pulsation, donc durant un temps t, qui est égal à 2 fois la distance divisé par la vitesse, c'est-à-dire le temps d'aller-retour. On envoie le signal et on attend de le recevoir dans le récepteur. Donc la première impulsion, c'est l'impulsion qui revient de la surface, c'est-à-dire de la peau. D'accord? Après, par la suite, on a l'écho ou le retour des organes qui sont derrière la peau. D'accord? Donc, le trait en noir, c'est la peau, et derrière, donc, on a l'organe, et on a la distance entre le transducteur et la peau, elle est de distance d. C'est-à-dire, c'est le gel qu'on a mis entre le transducteur et la peau. Donc, les questions qui vont se poser par la suite, quelle est la nature de ce signal? Est-ce que c'est un signal logique? Est-ce que c'est un signal analogique? Est-ce que c'est un signal continu, discontinu? Comment il est ce signal? D'accord? Donc à partir de la courbe du signal donné en figure 4, je précise la nature du signal ultrasonore envoyé et reçu par la sonde.
Donc quel est le type du signal qui est envoyé et retourné. Donc question 11. Je précise quelle nature du signal reçu doit être converti pour être exploité par le système informatique. En gros, comment doit être le signal pour qu'il puisse être traité en informatique. C'est ça la question. Alors, la dernière partie, dimensionnement de la connexion Internet, c'est la partie où il va y avoir beaucoup de calculs à faire. Donc, afin de garder une qualité d'image optimale, l'échographe enregistre sur le serveur médical les images au format BMP. Format d'image BMP, c'est un format comme d'autres. On peut avoir du BMP, du JPEG, du TIFF, du PNG, il y a plein de formats. Et parmi ces formats-là, pour une meilleure qualité, on a choisi de prendre le format BMP avec une dimension 800 x 600 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire 800 x 600 pixels? C'est-à-dire une image, elle contient plusieurs lignes et plusieurs colonnes, et donc le nombre de lignes, ça va être 800, et le nombre de colonnes, ça va être 600, pour pouvoir constituer une image complète. D'accord? Et donc chaque pixel, c'est-à-dire chaque point de l'image, est codé sur 24 bits. D'accord? Donc les bits, c'est les nombres binaires qui permettent de coder l'image informatiquement. Donc maintenant, je calcule le poids d'une image en mégaoctets. Les octets, un octet, il est équivalent à 8 bits. Donc en informatique, un octet, c'est 8 bits. D'accord? Donc il faudra calculer déjà la taille de l'image en bits. Après, une fois on a le nombre de bits, on peut le convertir en octets, sachant que 8 bits, ils font un octet. D'accord? La dernière question. Sachant que le débit de la connexion ADSL du laboratoire est de 520 kilobits par seconde, c'est-à-dire on peut envoyer 520 kilobits par seconde. Un bit, c'est un mot binaire qui vaut 0, 1. Je calcule le temps nécessaire au transfert par mail d'une image de 12 mégabits. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est comme ce que vous faites en physique, c'est la vitesse est égale à la quantité divisée par le temps. Donc, vous avez la quantité, c'est-à-dire la taille de l'image que vous avez calculée dans la question précédente. Vous avez le débit, la vitesse, et donc vous pouvez en déduire le temps nécessaire pour transférer l'image par mail. Et c'est la fin.